ce webinaire, donc, qui est organisé par une école de formation psychocorporelle qui s'appelle Soma Vibrance et qui veulent diffuser ben, les outils et les formes de psychothérapie ou d'outils psychocorporels qui peuvent aider à ben, guérir, voire traiter des souffrances, des traumatismes. Le, L'approche psychocorporelle, en fait, est basée sur une découverte faite il y a déjà une centaine d'années maintenant par un psychanalyste qui avait observé que dans une psychanalyse, les... lorsqu'il pratiquait les psychanalyses plutôt, il a découvert et observé que les problèmes de l'enfance ne causent pas seulement des problèmes dits de névrose, donc des problèmes psychologiques, mais avaient aussi des conséquences au niveau du corps, produisaient des effets corporels. Et il s'en est rendu compte en observant des personnes en psychanalyse qui étaient très inhibées émotionnellement et qui montraient des attitudes non verbales, donc corporelles, très figées, rigides, une respiration euh, inhibée aussi, très restreinte, donc des attitudes qui en fait euh, étaient le résultat de crispations musculaires chroniques qui ont été appelées cuirasses. Euh, et au niveau de la terminologie de la cuirasse, ça représente effectivement la métaphore de la cuirasse en, qui, en temps de guerre, protège les soldats des blessures qui viennent de l'extérieur et qui ont aussi pour effet de limiter les manifestations vers l'extérieur des expressions ou des élans vitaux qui vont vers l'extérieur. Donc ça ferme dans les deux sens, c'est un peu comme un carcan qui se construit tout à fait involontairement dans le corps. En fait, c'est Wilhelm Reich donc, qui a découvert ce phénomène de la cuirasse. Il découvrait en fait que finalement, à l'origine des problèmes, on va dire, ou de personnalité ou de souffrance humaine, il y a toujours une question émotionnelle. Ce sont les émotions qui, les ressentis, donc ressentir douleur, peur, colère, ce sont les ressentis humains qui, lorsqu'ils sont trop durs que pour pouvoir être supportés, euh, c'est la raison pour laquelle, de manière tout à fait autonome, notre corps, notre organisme vivant va se crisper et faire un barrage à ses ressentis. Donc ça, c'est le phénomène psychocorporel sur lequel eh bien, la forme de thérapie que je pratique, qui s'appelle l'analyse bioénergétique, est fondée. Et elle a été fondée en 1956, donc c'est déjà une psychothérapie assez ancienne, et qui a développé toute une pratique pour aider à réduire ces crispations chroniques et à soutenir les personnes avec ces vécus et ressentis qui étaient trop difficiles à supporter. Et ça, c'est grâce à la relation thérapeutique et au fait de comprendre ces ressentis qui permet que ces ressentis puissent faire leur travail, en fait, on va dire, de cicatriser des blessures. Alors, Lowen a découvert ou a mis en évidence, on va dire, 5, 6 blessures fondamentales: l'abandon, le rejet, l'abus, l'humiliation, la trahison. Et il a observé que chacune de ces blessures, en fait,
qui se font dans un certain contexte, à une certaine étape de développement de la personne, eh bien, sont à l'origine d'une cuirasse chaque fois spécifique, qu'on appelle structure caractérielle. Mais bon, ça c'est pour les professionnels qu'on met ce mot-là. On peut dire que c'est une cuirasse un peu spécifique pour chaque type de blessure. Donc ça c'est la base de cette approche psychocorporelle. Et on va dire que les émotions sont la cause de la cuirasse quand elles sont trop difficiles à supporter. Et quand l'émotion peut être accueillie, peut être ressentie malgré l'intensité grâce à l'aide thérapeutique, le processus lui-même émotionnel est en fait une forme de cicatrisation de la blessure. Donc, en fait, si on résumait les choses, c'est le processus émotionnel est donc quelque chose de très, c'est un processus très corporel, hein, ça se passe dans les tripes, dans le ventre, il y a des mouvements musculaires, et donc notre corps a une forme d'intelligence, c'est lui qui construit la cuirasse et c'est lui qui peut cicatriser les blessures. Le thème étant le traumatisme, il y a un lien évidemment avec blessure et traumatisme. On va dire que une blessure très très profonde est difficile à supporter et dépasse les capacités d'un enfant ou d'un adulte à un certain moment de pouvoir faire avec l'intensité de l'émotion. Le traumatisme, lui, est aussi, on va dire, une forme de blessure, mais qui euh, a une telle intensité qu'elle met notre intégrité ou physique ou psychique en danger, c'est-à-dire qu'il y a du danger de mort quand c'est associé à du danger de mort, ou le danger de la folie. Quand on parle d'intégrité psychique, on parle de la folie et de la perte du sens de la réalité. J'aime utiliser une métaphore pour un peu partager l'essentiel de ce que je peux vous partager au sujet du traumatisme, de la réparation et le corps. En fait, la dimension corporelle de tous ces phénomènes, c'est de métaphoriser, on va dire, les blessures et les traumatismes comme des clous qu'on planterait dans une planche. On imagine une planche et les blessures peuvent être représentées par des clous qui seraient enfoncés dans la planche et qui donc produisent une blessure dans la planche plus ou moins grande. Alors il y a des blessures qui sont des répétitions de petits clous. Il y a aussi des blessures qui deviennent insoutenables parce qu'elles se répètent, donc plusieurs clous qu'on tape au même endroit. Il y a donc différentes formes et on va dire que on a affaire à du traumatisme quand soit l'addition de clous, soit la force et la taille, on va dire, d'un clou peut faire se briser la planche. Donc il peut commencer par se faire des fentes, et puis si c'est encore plus fort, on va dire que la planche risque de se briser et ne plus tenir ensemble. C'est une métaphore, mais c'est une métaphore qui a une certaine réalité physiologique, je vais vous le dire. Les traumatismes sont des événements physiologiques et psychologiques. Même le grand traumatologue international Bessel van der Kolk, qui est très connu pour ses recherche et son travail au sujet des traumatismes, on arrive à cette conclusion que le traumatisme est un événement physiologique, c'est-à-dire qu'il arrive, notre physiologie réagit à ces événements. Et donc, euh,
si on revient à la métaphore de la planche et des clous, euh, dans le cas du traumatisme, le coup est fait d'une façon telle, se produit d'une façon telle qu'il y a des grandes fentes qui menacent. Et dans certains cas, la planche a éclaté en morceaux, c'est-à-dire que la personne, effectivement, a perdu son intégrité psychique. Autrement dit, d'ailleurs, certains traumatismes ont rendu des gens fous, pour dire ça comme ça. C'est ça la décompensation, c'est rentrer dans la folie, des délires, des choses pareilles. Hein. Certaines situations de vie, de guerre, d'horreur dans les familles peuvent vraiment faire perdre le sens et la santé mentale d'une personne qui le subit. Alors, au niveau de la réparation des traumatismes, on va dire que il y a un besoin de reconnaître un traumatisme et je métaphoriserais ça sous la forme que euh, reconnaître, ben, c'est un peu retirer les clous de la planche au niveau de la blessure aussi, mais quand on retire des clous, il reste la blessure. Dans le cas où il ne s'agit pas de traumatisme mais de blessure, on va avoir un processus de cicatrisation qui est ce que je vous ai dit tout à l'heure, qui est que les émotions liées à la blessure, euh, bien c'est un processus autonome de cicatrisation, je dirais de manière tout à fait parallèle ou similaire à ce qui se passe quand on a une blessure physique. Quand on se blesse, on se coupe, on peut nettoyer la blessure, on va protéger, mais la cicatrisation échappe à la volonté consciente. C'est le corps qui lui-même a cette capacité de reconstituer du tissu, des fascias même, on l'a vu dans un stage récemment, et va fermer, on va dire, le trou, la blessure. Quand il y a blessure, les crispations musculaires chroniques est le phénomène qui va, tant que la blessure n'est pas cicatrisée, va permettre un peu comme un colmatage autour de la blessure, de la protéger, faire qu'on ne la ressente pas, donc les crispations musculaires chroniques. Mais en cas de traumatisme, ce n'est pas un phénomène musculaire qui se produit, c'est un autre phénomène qui va euh, agir comme une sorte de colle, en fait, qui va empêcher la planche, on va dire, de partir en morceaux. C'est le phénomène de sidération. Et la sidération est comme une espèce de... Oui, vient empêcher le, le fait de la désintégration, de l'atteinte à l'intégrité. Et je pense que c'est dans le cas où ça n'a pas pu fonctionner il y a une décompensation malgré tout, parce que peut-être aussi certains traumatismes dépassent même ses capacités de sidération. Mais si la sidération fonctionne bien, elle va complètement empêcher ce processus d'éclatement. Il m'était proposé de vous montrer ce que c'est, à quoi ça ressemble de la sidération. Elle est en plein écran parce que moi je ne me rends pas compte. Oui, en plein écran. Ok, donc ici on voit des babouins, mais vous allez voir que la scène dure assez longtemps.
Pendant tout ce temps-là, l'antilope reste comme morte. Vous voyez, elle tombe même, donc elle est complètement immobile, alors qu'à l'intérieur d'elle-même, elle vit un stress, le stress le plus aigu qu'on puisse vivre, c'est-à-dire l'impression qu'on risque de mourir, ce qui est effectivement le danger le plus fort qu'on puisse rencontrer, le plus aigu, quoi. Mhm. Dans tout ce temps-là, toujours la même immobilité. C'est un tout petit peu. Voilà, le prédateur est parti et vous voyez que l'animal est toujours immobile et recommence à respirer légèrement. Donc la vie semble revenir, donc comme si elle était comme morte tout un temps, sûrement que son cœur bat, mais à peine, quoi, de façon tout à fait. On voit le miracle un peu de la survie. En fait, la sidération permet à l'antilope de ne pas mourir, de ne pas faire une crise cardiaque. C'est la même chose pour nous quand nous sommes dans des dangers extrêmes. Pardon. La sidération prévient la crise cardiaque et prévient aussi le débordement, d'être en panique tel que, on va dire, tous nos plombs sautent et que notre système, voilà. Et alors après un petit moment, vous voyez ce qui se passe, c'est que tout à fait naturellement, le corps des mammifères, ça peut se passer chez nous aussi, va décharger de manière involontaire par un réflexe de trembler, va décharger toute cette tension extrême qui était là pendant que l'antilope faisait la morte. Donc il y a des hormones, la pression sanguine, tout ça était au maximum et donc maintenant tout ça doit se décharger, c'est toute une énergie qui s'est accumulée jusqu'à ce que l'animal retrouve la force de repartir, vous allez voir, on va repartir. Eh bien, nous les mammifères, nous avons ce même mécanisme aussi de pouvoir revenir à la normale par du tremblement après un traumatisme. Alors, ce phénomène de sidération, comme je l'expliquais, euh, c'est notre système nerveux autonome, donc qui le commande. Donc, c'est le système nerveux autonome est un système très 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 primitif, très ancien, que nous avons en nous et qui est là pour notre survie. Donc, en cas de danger, il évalue constamment le niveau de danger et en cas de danger extrême, il va commander ce phénomène de sidération. Et la sidération est un phénomène entièrement physiologique. Vous avez vu, pour que cet animal s'immobilise complètement, c'est son corps qui le fait. Et dans notre corps, qu'est-ce qui produit la sidération? Eh bien, c'est une partie du corps qu'on découvre depuis 2 décennies chez nous, qu'on appelle les fascias. Alors, le ou les fascias, parce qu'en fait, il y a plusieurs couches, c'est une partie de notre anatomie qui était méconnue. On a cru longtemps que c'était une simple peau, puisque on découvrait le fascia par la dissection de cadavres. En fait, les fascias sont la matière vivante, vibrante de notre corps. Bien sûr que nous avons un cœur, nous avons du sang, des tas de phénomènes de vie, mais la matière vraiment vivante, ce sont les fascias. Et ces fascias euh, réagissent énormément au stress. Donc déjà, quand il y a du stress, les fascias se stressent, on va dire, se serrent. C'est pas comme des contractions musculaires, mais c'est une forme
d'épaississement qui se produit dans les fascias. Et puis, en cas de danger extrême, ils vont se transformer tout à fait et opérer cette colle qui va empêcher, comme je vous disais, et de faire une crise cardiaque ou d'exploser physique. C'est quelques minutes et qui peuvent vous permettre de visualiser la matière dont sont faits les fascias. Alors, le texte est en anglais, je suis désolée pour ça. Voilà la matière. Donc, le fascia est un réseau, en fait, et on voit comment toutes les fibres, qui sont des fibres avec un liquide un peu gélatineux, c'est notre réserve d'eau. Les fascias contiennent toute l'eau de notre corps. Et alors, on voit que les fibres se rattachent les unes aux autres. Les fascias aussi sont ce qui, dans notre corps, organise les mouvements, donc ils savent supporter une traction énorme. Une curieuse matière parce qu'elle a l'air fragile et douce, et en même elle est douce, mais fragile non. Elle peut supporter une traction énorme. Et alors, elle entoure tous les vaisseaux sanguins, les muscles et les fibres musculaires. C'est un immense réseau hein, qui est sous la peau, mais ça, c'est le niveau superficiel des fascias. Il entoure aussi tous les muscles, les organes, le cœur. Et donc, il pénètre profondément dans notre corps. Et donc, tout ce réseau ensemble forme comme une seule et même cellule, on va dire. Alors ici, bon, c'est un fascia qui est sous la main. Voilà. Alors, ils entourent les muscles, ils permettent que les muscles glissent. Alors, on voit ici l'interaction du fascia et du muscle. En fait, les fascias et les muscles fonctionnent ensemble. On a compris aujourd'hui que, par exemple, la cuirasse, hein, dont je vous parlais au tout début, qui est en fait, sont des crispations chroniques. Les crispations chroniques sont musculaires, mais pour que le muscle ne dépense pas trop d'énergie à rester crispé chroniquement tout le temps, apparemment, une couche de fascia viendrait entourer ces crispations chroniques pour les maintenir à moindre effort physiologique, on va dire. Ok, on arrive. Voilà, c'est une image qui montre comment le fascia. Voilà, c'est une représentation qui est assez juste dans le sens où le fascia recouvre tout le corps en dessous de la peau, mais ça, c'est le fascia superficiel, on va dire au niveau le plus extérieur du corps. Et il est à 3 dimensions. Il s'enfonce profondément dans l'intérieur du corps et dans tous les muscles à tout niveau. Donc on voit que ici, comment on peut, quand il y a une tension dans un fascia d'un côté, la tension va se transmettre dans tout l'ensemble du fascia. Et donc ici, revoilà des images qui vous montrent la texture. Okay. Qu'en est-il à ce moment-là dans une situation où il y a du traumatisme? Donc il y a ce phénomène de sidération. Donc,
du temps de la création de la bioénergie, on ne connaissait pas. Aujourd'hui, on le connaît. Et c'est une espèce d'immobilisation globale avec les fascias qui prennent une texture telle qu'elle protège des dangers dont j'ai déjà parlé, ce qui fait que dans ces conditions-là, les émotions qui euh, seraient éventuellement une possibilité de cicatriser la blessure qui est à l'origine du traumatisme n'est pas possible parce que remettre du mouvement dans le fascia est éprouvé comme du danger. C'est dangereux euh, pour l'intégrité psychique de laisser un ressenti émotionnel se produire quand il y a une réaction de sidération, parce que la réaction de sidération, c'est l'immobilité qui sauve et qui permet de survivre. Or, les émotions, c'est tout sauf de l'immobilité. Ce qui veut dire que pour du trauma, quand il y a du traumatisme et un système nerveux qui est en mode traumatique, avant de pouvoir traiter le fond du traumatisme, il faut d'abord, euh, eh bien, il faut d'abord avoir un moyen de sortir de la sidération. Mais sortir de la sidération veut dire ressentir éventuellement le danger. Mais heureusement pour nous, il y a des moyens. Et en fait, le réflexe de sidération se fait euh, parce qu'il y a un signal de danger extrême. Donc, ramener de la sécurité est la voie pour une première étape en fait des réparations des traumatismes, c'est ramener euh, ce système nerveux autonome, l'aider à sortir de son état quand il devient chronique, donc de sidération, de stress post-traumatique. C'est ce qui se passe quand cet état perdure, alors qu'au moment où on éprouve de la sécurité, on devrait normalement, comme l'antilope qu'on a vu, peut-être trembler, peut-être que l'émotion viendra à la surface du coup et revenir à la normale.